On va se lancer dans une question immense. Une question qui plane en fait sur toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi les sociétés humaines ont-elles évolué de manière si radicalement différente sur les différents continents? Je veux dire, pourquoi à un moment, certaines civilisations construisaient des navires, traversaient les océans avec des cartes, de l'acier, des armes-feu, alors que d'autres, sur d'autres continents, vivaient encore comme des chasseurs-cueilleurs, avec des outils en pierre? C'est vraiment la question fondamentale, et la source qu'on explore aujourd'hui s'y attaque de front. On va plonger dans des passages du fameux livre de Jared Diamond, de l'inégalité parmi les sociétés, ou Guns, Germs and Steel en VO. C'est un ouvrage monumental qui essaye de balayer 13 000 ans d'histoire pour justement expliquer ces trajectoires. Notre mission, c'est donc de décortiquer sa thèse centrale. Et il faut le dire tout de suite pour que ce soit bien clair, ce n'est absolument pas une explication basée sur la race ou une quelconque supériorité biologique. Ah non, au contraire. Il veut démolir ces idées. Son but, c'est de montrer comment des facteurs purement environnementaux, géographiques, ont pu dessiner des destins si différents. D'ailleurs, tout son livre part d'une seule conversation. Une rencontre qu'il a faite en Nouvelle-Guinée en 1972 C'est ça. avec un homme politique local, un certain Yali, qu'il décrit comme charismatique, très intelligent. Et Yali lui pose une question d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur abyssale. En gros, il lui dit « Pourquoi est-ce que vous, les Blancs, vous avez fabriqué autant de cargaisons ?» Il parlait des biens manufacturés, quoi. Et les avez apportés jusqu'ici, alors que nous, on n'avait rien de tout ça. Et cette question, c'est le fil rouge de toute l'enquête. La première chose que Diamond fait, du coup, c'est de prendre les théories racistes et de les pulvériser. Il s'appuie sur des décennies d'expérience sur le terrain, en Nouvelle-Guinée, et il fait une observation qui va complètement à l'encontre des préjugés habituels. Il dit que, de son point de vue, les Néo-Guinéens lui ont semblé, en moyenne, plus intelligents, plus alertes, plus curieux que l'Européen ou l'Américain moyen. C'est une affirmation très forte, oui, et il ne la lance pas en l'air, il propose une hypothèse pour l'expliquer, basée sur la sélection naturelle. Il dit que dans nos sociétés occidentales, denses, pendant des siècles, la principale cause de mortalité, c'était les épidémies. La peste, la variole. D'accord. Pour survivre à ça, c'est surtout une question de chance, de génétique, avoir les bons anticorps. L'intelligence au quotidien, ça joue pas vraiment un rôle. Alors qu'en Nouvelle-Guinée, les dangers étaient tout autres. Exactement. Là-bas, les causes de mortalité, c'était les guerres tribales incessantes, les meurtres, les accidents, ou juste ne pas trouver assez de nourriture. Dans ce contexte, un moment d'inattention, une mauvaise décision, ça peut être fatal. Du coup, selon lui, ces conditions auraient favorisé, génération après génération, la sélection des individus les plus vifs d'esprit. Il parle même du développement des enfants, non? Il suggère qu'ils sont stimulés de manière beaucoup plus active que... Oui, que par la stimulation passive, comme la télévision chez nous. C'est une affirmation audacieuse quand même de dire plus intelligent, même si c'est pour renverser un cliché. Est-ce qu'il appuie ça avec des preuves? C'est une excellente remarque. Il précise bien que c'est une impression personnelle, forgée sur 33 ans. Pas une étude scientifique avec des tests de QI, ce qui serait... Ce qui n'aurait aucun sens. Voilà. Son but, c'est pas de créer une nouvelle hiérarchie, c'est de nous forcer à abandonner nos préjugés. Il retourne la question. Il dit « Ok, si on admet, ne serait-ce qu'un instant, que les Européens n'avaient aucun avantage intellectuel, et peut-être même un désavantage, comment expliquer leur domination? La réponse doit forcément être ailleurs. » Et pour trouver cette réponse, il nous plonge dans un face-à-face historique incroyable. Le 16 novembre 1532, Cajamarca, au Pérou. D'un côté, l'empereur inca Atahualpa, avec une armée de 80 000 hommes. De l'autre, Francisco Pizarro et sa troupe de 168 soldats. 168. Le rapport de force est de 500 contre 1. C'est juste fou. C'est délirant. Et pourtant, en quelques minutes, Pizarro capture l'empereur, massacre des milliers de ses soldats, sans perdre un seul homme. C'est l'illustration parfaite du titre « Les fusils, les germes et l'acier ». Les avantages immédiats des Espagnols sont écrasants. On commence par la technologie militaire, j'imagine. C'est ça. Ils ont des épées en acier, longues, tranchantes, des armures. Ils sont quasi invulnérables face aux gourdins et aux haches en bronze des Incas. Et il y avait les arquebuses. Même s'il y en avait peu, l'impact psychologique du bruit, de la fumée... Absolument. Pour des gens qui n'ont jamais rien vu de tel, c'est terrifiant. Et puis, il y a les chevaux. L'arme de choc ultime. Totalement inconnue sur le continent américain. Les chevaux, c'est la vitesse, la hauteur, la puissance. Un soldat en armure sur un grand cheval de guerre qui charge dans une foule, c'est la panique assurée. Le cheval a été domestiqué en Eurasie 6000 ans plus tôt. Il a transformé la guerre. Mais l'arme la plus
redoutable et la plus insidieuse, c'était pas ça. Non, c'était les germes. L'arme de destruction massive invisible. Des maladies comme la variole, la rougeole, la grippe. Elles se sont propagées en Amérique bien avant Pizarro. Et les populations amérindiennes n'avaient absolument aucune immunité contre ça. Et les chiffres sont... Effroyable. On parle de jusqu'à 95% de la population décimée par les épidémies. C'est le plus grand cataclysme démographique de l'histoire humaine. 95%, c'est à peine imaginable. La société s'effondre avant même que l'ennemi n'arrive. Et tout ça parce que les Eurasiens vivaient depuis des millénaires avec leurs animaux domestiques. Qui sont la source de la plupart de ces maladies. C'est exactement ça. Et il y avait d'autres avantages, non? Moins spectaculaires, mais importants. Oui, l'organisation politique. L'Espagne était un État centralisé, capable de financer des expéditions de conquête à l'autre bout du monde. Et le dernier avantage, l'écriture. Ça paraît moins évident, mais c'est crucial. C'est fondamental. Grâce à l'écriture, les Espagnols avaient accès à des siècles de connaissances. Colomb avait lu Marco Polo, Cortés, qui a conquis les Aztèques, a écrit des manuels sur ces tactiques, Pizarro a bénéficié de tout ça, Atahualpa, lui, il savait rien. Il savait pas qui étaient ces étrangers, ce qu'ils voulaient. Il est tombé droit dans le piège. Exactement. L'écriture a créé un fossé d'informations abyssal. D'accord, là je vois bien comment 160 hommes ont pu en vaincre 80 000. Technologie, microbes, stratégie. Mais ça répond toujours pas à la question d'Yali. Pourquoi est-ce que Pizarro avait tout ça et pas Atahualpa? D'où vient ce déséquilibre de départ? Et là, on arrive au cœur du réacteur de la thèse de Diamond. Pour lui, la cause première, la cause ultime de tout ça, c'est une seule chose, la production alimentaire. L'agriculture et l'élevage. C'est ça. Mais comment est-ce qu'un truc aussi simple que planter du blé peut mener à la conquête du monde? La chaîne de conséquences, elle est logique et implacable. Premièrement, plus de calories par hectare. L'agriculture permet de nourrir 10, 20, jusqu'à 100 fois plus de gens sur la même surface. Plus de nourriture, C'est plus de gens. et ces gens ne sont plus nomades, ils deviennent sédentaires. Exactement. Et ça change tout. Même la démographie. Une mère nomade, elle peut pas porter plus d'un jeune enfant, donc les naissances sont espacées. 4 ou 5 ans, c'est ça? Oui, environ. Une mère agricultrice, sédentaire, elle peut avoir un enfant tous les 2 ans. La densité de population explose. Et avec des surplus de nourriture et beaucoup de monde, tout le monde n'a plus besoin d'être fermier. Voilà le point clé, la spécialisation. Pour la première fois, on peut nourrir des gens qui ne produisent pas de nourriture. Des artisans qui vont fabriquer des outils, des armes en métal, Des soldats, des bureaucrates pour gérer les stocks, une élite dirigeante. des chefs, des rois. Il utilise un terme assez provocateur pour eux, non? Oui, il les appelle des kleptocrates, des voleurs institutionnalisés. Ah oui. L'élite convainc la population de céder une partie de sa production en échange de services, la protection, la justice. C'est la naissance des États capables de mener des guerres de conquête. Et les animaux domestiques dans tout ça? Ils semblent vraiment au centre de l'équation. Ils sont le package complet. Viande, lait, laine. Mais surtout, une source d'énergie. Un bœuf qui tire une charrue, ça démultiplie la productivité. Et puis on l'a vu, ils deviennent des armes de guerre et des usines à microbes qui donnent un avantage immunologique décisif. Donc si je résume, tout part de là. Agriculture, surplus, densité, spécialisation. Et ça mène à la technologie, aux États et aux germes. La boucle est bouclée. Mais alors, la question devient, est-ce que les Auraciens ont juste eu plus de chance, le gros lot à la loterie géographique? C'est exactement la question. Et sa réponse est un grand oui. Un oui argumenté par 2 facteurs géographiques massifs. Le premier, c'est la disponibilité des espèces sauvages domesticables. Et pour ça, il utilise une analogie géniale. Le principe Anna Karénine. À de Tolstoï, les familles heureuses se ressemblent toutes. Chaque famille malheureuse est malheureuse à sa manière. Diamond l'adapte. Les animaux domesticables se ressemblent tous. Chaque animal non domesticable est non domesticable à sa manière. D'accord, je vois l'idée. Pour qu'un animal soit domesticable, il doit cocher plein de cases. Régime alimentaire, croissance rapide, caractère docile, pas de tendance à la panique. S'il rate une seule case, une seule, c'est fini. Comme le zèbre, par exemple. Pourquoi on n'a jamais domestiqué le zèbre? Le zèbre est l'exemple parfait. Il est juste indomptable. Nerveux, agressif, il mord et ne lâche pas. C'est un échec sur le critère du caractère. Et quand on fait le bilan, continent par continent, le résultat est sans appel. L'Eurasie était de loin le plus grand continent, il avait le plus grand pool de candidats. Et les chiffres le montrent clairement.
de façon spectaculaire. Sur les 14 grandes espèces de mammifères domestiqués dans le monde avant le XXe siècle, 13 viennent d'Eurasie. 13 sur 14. Moutons, chèvres, porcs, vaches, cheval. Les Amériques, une seule ique, le lama. L'Afrique subsaharienne, 0. L'Australie, 0. C'est une distribution incroyablement inégale. Et pour les plantes, j'imagine que c'est pareil. Exactement le même schéma. Le croissant fertile au Proche-Orient, c'était une mine d'or. Blé, orge, pois, lentilles. Tout était là, à l'état sauvage. Des plantes parfaites pour l'agriculture. D'accord, donc le premier facteur, c'est la matière première disponible. Et le deuxième? Le deuxième est encore plus simple et vertigineux. C'est l'orientation des continents. L'orientation. Oui, regarde une carte. L'Eurasie est un immense bloc qui s'étend d'est en ouest. Les Amériques et l'Afrique, elles, sont étirées du nord au sud. Ouest, les régions partagent à peu près le même climat, la même durée du jour. Le blé, domestiqué au Proche-Orient, a pu se propager très vite vers l'Europe à l'ouest et vers l'Inde à l'est. Idem pour la roue, l'écriture, tout circule facilement. Alors que sur un axe nord-sud. C'est un parcours du combattant. Exactement. Se déplacer vers le nord ou le sud, c'est changer radicalement de climat. Le maïs, domestiqué au Mexique, a mis des milliers d'années à s'adapter pour pousser plus au nord. Les déserts, les jungles tropicales, ça agit comme des barrières écologiques. Ça a terriblement ralenti la diffusion de tout sur ces continents. C'est donc un simple accident de la géologie qui a donné un avantage de diffusion énorme à l'Eurasie. C'est fou. Mais c'est une théorie tellement vaste. Est-ce qu'on peut la tester à plus petites échelles? C'est ce qu'il fait. Il nous propose une sorte d'expérience naturelle. Un laboratoire de l'histoire. La Polynésie. C'est le cas d'étude parfait. On a un seul peuple à l'origine, les Polynésiens, avec la même culture qui a colonisé des îles aux environnements très différents. Et en fonction de l'île, leur société a évolué différemment. Radicalement. L'exemple le plus tragique, c'est celui des Maoris et des Moriori. D'abord, les Maoris s'installent en Nouvelle-Zélande. Grande île, climat tempéré, parfait pour leur agriculture. Ils développent une société dense, complexe, très guerrière. Et puis, un petit groupe de ces Maoris prend la mer et... Et découvrent les îles Chatham, 800 km plus loin. Et là, tout change. C'est plus petit, plus froid. L'agriculture n'est pas viable. Ce groupe, les Morioris, est forcé de redevenir chasseurs-cueilleurs. Avec toutes les conséquences que ça implique, j'imagine. Toute population faible, pas de surplus, pas de spécialisation, pas de guerre. Ils deviennent une société pacifiste, technologiquement simple. Et puis, en 1835, le drame. Un navire européen informe les Maoris de l'existence de ces îles. 900 Maoris armés débarquent au Chatham. Je devine la suite. C'est une conquête brutale. L'image de Pizarro. Les Maoris, supérieurs militairement, organisés pour la guerre, massacrent les Moriori, qui tentaient de négocier pacifiquement. Ils anéantissent ce peuple. C'est terrible. C'est la thèse de Diamond en accéléré. Deux peuples frères, séparés par quelques siècles et un environnement différent, et l'un extermine l'autre. C'est la démonstration la plus pure de sa théorie. Alors, au final, la réponse à la question de Yabli, c'est que les grandes lignes de l'histoire, elles n'ont pas été écrites par des différences entre les peuples, mais par les différences de leur terrain de jeu. La géographie a distribué les cortes au départ, et la donne était profondément inégale. C'est exactement ça. Mais il ne s'arrête pas là. Pour nous laisser réfléchir, il pose une dernière question dans son épilogue. D'accord, l'Eurasie avait l'avantage. Mais pourquoi est-ce l'Europe, longtemps une péninsule arriérée et barbare, qui a fini par conquérir le monde? Bonne question. Pourquoi pas le croissant fertile, là où tout a commencé? Ou la Chine, qui a été pendant des siècles la civilisation la plus avancée du monde? Alors, sa piste de réponse, il l'appelle le principe de fragmentation optimale. Il observe que la géographie de l'Europe est incroyablement morcelée, des montagnes et des péninsules. Cette géographie a rendu presque impossible une unification politique durable. L'Europe a toujours été une mosaïque d'États en compétition. Et cette compétition constante aurait stimulé l'innovation. C'est son argument. Si un roi en Espagne refuse de financer l'expédition de Christophe Colomb, Il peut aller voir le roi de France ou du Portugal. voilà, il y avait toujours quelqu'un prêt à parier sur l'innovation pour prendre l'avantage sur ses rivaux. Les nouvelles idées ne pouvaient pas être étouffées partout en même temps. À l'inverse de la Chine, Précisément. La géographie de la Chine est beaucoup plus propice à l'unification, un immense empire centralisé. C'était sa grande force, mais aussi sa vulnérabilité. Une seule décision d'un seul empereur pouvait tout changer. l'exemple célèbre, c'est l'arrêt des explorations maritimes. Au XVe siècle, oui, l'empereur décrète la fin des expéditions de la flotte chinoise, la plus puissante du monde. En un décret, tout s'arrête.
En Europe, une décision pareille était impensable. Cette fragmentation, qui a longtemps été sa faiblesse, est peut-être au final devenue sa plus grande force.